Nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous combattons une infodémie. Ces mots du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé en 2020 ont véritablement marqué une génération. Vous allez vous rendre compte que ça a été repris par beaucoup d'articles, dans beaucoup de présentations qui étaient faites justement par rapport à ce qu'on appelle la communication des risques et l'engagement communautaire pendant la pandémie à coronavirus. Mais si je vous disais que après 30 années d'expérience en santé publique, beaucoup de personnes pensent que nous ne trompons nos combats. Imaginez en janvier 2024, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également déclaré que les peuples du monde entier perdent confiance dans leur gouvernement, dans les institutions, dans les systèmes économiques. C'est une perte de foi généralisée qui n'est pas le fruit du hasard, c'est le terreau fertile dans lequel prospère ce qu'on appelle l'infodémie. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce que l'infodémie uniquement comme un problème d'information est non seulement inefficace, mais potentiellement contre-productif. Et ça, c'est en s'appuyant sur un article qui a été publié sur le sujet. L'infodémie n'est pas la maladie, c'est le symptôme de quelque chose beaucoup plus dangereux. La vraie maladie, c'est l'érosion massive de la confiance qu'on a dans nos institutions. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube dans laquelle on parle de l'actualité sanitaire, des concepts de santé, de la recherche en santé, bref, de tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Si vous êtes intéressé par cette thématique-là, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification. Si également vous êtes étudiant ou chercheur et que vous souhaitez vous faire accompagner dans vos travaux de recherche et tout, vous pouvez nous contacter à travers les liens qu'il y a dans la description de cette vidéo et nous pouvons mettre à votre disposition un de nos spécialistes qui va vous accompagner en fonction de votre besoin. Alors les amis, on a déjà eu à parler de l'importance qu'il y a entre la différence qu'il y a entre l'infodémie et la confiance et du fait que l'infodémie c'est véritablement un symptôme d'un problème beaucoup plus grand. On avait évoqué cela en détail dans une précédente vidéo, mais aujourd'hui on va revenir dessus et on va essayer de parler en utilisant un plan très simple. On va déjà voir l'infodémie. C'est quoi l'infodémie? Est-ce que c'est un concept qui est mal compris? On va également parler de la confiance, ce qui est véritablement l'enjeu derrière l'information ou la mauvaise information. Ensuite, on va voir l'exemple par rapport à ce qu'on appelle la confiance vaccinale. Et en plus, on va voir une approche qui est centrée sur la reconstruction de la confiance pour pouvoir finalement euh, voilà, se prémunir contre ces différents problèmes liés à l'information. Donc, si vous êtes d'accord, on peut passer directement à la première articulation de cette vidéo, c'est l'infodémie. Généralement, on n'a pas la bonne compréhension de ce qu'on appelle l'infodémie. Ce qu'il faut voir comme historique, c'est que l'infodémie, c'est un thème qui a une histoire véritablement fascinante. C'est un concept qui est né en 2002. Je vous ai déjà parlé de ça dans les précédentes vidéos, sous la plume du professeur Günther Eisenbach, et qui définissait cela comme étant l'étude des déterminants et de la distribution de l'information et des informations en santé. Ok, c'est un peu comme lorsque vous définissez l'épidémie, vous voyez, c'est pratiquement la même définition. Alors, ça a été popularisé, ce concept-là, par Roscoe pendant l'épidémie du SRAS, ok, comme une épidémie d'information menaçant la cohésion sociale. Ok, comme une épidémie, c'est-à-dire il y a beaucoup d'informations qui vont apparaître et qui vont finalement susciter beaucoup voilà, d'inquiétudes parmi les gens et donc va également menacer la cohésion sociale. Mais c'est en 2020 ok, que lorsqu'on a réactivé le thème par l'OMS pendant la COVID-19, ça a transformé ce concept d'outil d'analyse en stratégie de réponse. Soudain, l'infodémie n'était plus quelque chose à étudier, mais quelque chose à combattre. C'était voilà, ce qu'on appelait le diagnostic framing, ok, c'est-à-dire le processus par lequel un problème détermine les solutions envisagées. Donc, en appelant notre défi infodémie, on se rend compte qu'on va mettre en place beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts pour la gestion de l'information, le fact-checking, la démystification, l'inondation d'Internet avec
des faits et de la science selon les campagnes Verify de l'ONU. C'est une approche relative qui a été mise en place, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a également plusieurs limites de ce qu'on appelle l'approche informationnelle. C'est que il y a une réalité beaucoup plus complexe parce que il y a une théorie, la théorie qu'on appelle la théorie de l'encodage, décodage de Stuart Hall, qui est un auteur qui nous enseigne que les individus ne reçoivent pas l'information de façon passive. Ok, ils décodent cette information de façon active selon leur contexte historique, ok, selon leur contexte social, selon leur contexte culturel, selon leur contexte économique et même leur contexte politique. C'est-à-dire, une même information ne peut pas être perçue euh, de la même façon, elle sera perçue différemment selon la personne qui reçoit cette information et selon les circonstances dans lesquelles elle reçoit cette information. Donc, le, on- je pense que on est assez clair. On a vu l'historique, on a vu la définition du concept d'infodémie. Maintenant, allons à la deuxième partie de cette vidéo. On va évoquer la confiance et voir comment c'est un enjeu très important derrière l'information. Donc, c'est quoi, si on vous demande c'est quoi la confiance, que répondrez-vous? Ok, la confiance, c'est un peu comme dans la relation qu'on a avec une personne, c'est une relation dans laquelle on va avoir une partie qui accepte une position de vulnérabilité, ok, présumant des meilleures intentions et de la compétence de l'autre. C'est-à-dire, je sais que moi je suis vulnérable et donc je pense que toi qui as la possibilité de m'accompagner dans ma vulnérabilité ou alors de répondre aux problèmes de vulnérabilité que j'ai, tu as accès de compétences pour m'accompagner. Donc, en santé publique, la vulnérabilité, euh, c'est particulièrement aigu. Ok, on demande aux citoyens de faire confiance aux recommandations dans les domaines où leur vie peut être véritablement remise en danger. C'est-à-dire que la confiance va s'opérer dans des niveaux interpersonnels, c'est-à-dire entre la relation patient-soignant. Ok, ça reste l'une des plus fiables d'après plusieurs auteurs, la relation patient-soignant. Il y a également la confiance on va dire, sur le volet institutionnel, c'est-à-dire avoir confiance aux organisations de santé, au gouvernement. Il y a également la confiance systémique, c'est-à-dire la confiance à l'ensemble du système de santé publique. Ok. Et l'érosion qu'on connaît de nos jours de la confiance a des signaux d'alarme qui sont véritablement majeurs. C'est-à-dire, on se demande, est-ce que les médias traditionnels, les médias conventionnels, les institutions gouvernementales, est-ce que ces personnes-là nous donnent encore des informations correctes? Est-ce que il est encore nécessaire de participer aux élections? Ok. Est-ce qu'il faut encore consommer les eaux en bouteille? Parce que voilà, il y a des personnes qui pensent qu'en consommant les eaux en bouteille, on ne sait pas quelle est la substance qu'on met à l'intérieur. Est-ce qu'il faut toujours participer au programme de santé publique, au programme de vaccination? Et il y a un exemple récent, notamment au niveau des actions exécutives aux États-Unis, qui ont inclus le retrait de l'Organisation mondiale de la santé. Vous imaginez si un pays comme les États-Unis se retire de l'Organisation mondiale de la santé, vous voyez bien qu'à ce moment, on touche la confiance systémique. On se dit, mais il y a un problème là, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Donc, ce sont des décisions politiques qui ont des effets en cascade sur la confiance dans la gouvernance sanitaire mondiale et donc qui va éroder de plus en plus la confiance des populations. Donc, il y a encore un événement de jour aux États-Unis qui a conduit à la nomination de Robert Kennedy comme secrétaire à la santé. Vous imaginez quelqu'un qui avait des positions anti-vaccinales. Okay, ça montre que la confiance peut être activement sapée depuis l'intérieur même des institutions publiques. Donc, allons rapidement à la troisième partie de cette vidéo pour que cette vidéo ne soit pas assez longue. C'est que on va voir l'exemple révélateur, notamment en ce qui concerne la confiance vaccinale. C'est-à-dire, la confiance vaccinale, c'est véritablement un cas d'étude parfait à ce qu'on évoque aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, la recherche montre que la désinformation seule n'explique pas les décisions vaccinales. Ok, il n'y a pas seulement les fausses informations qu'on reçoit qui poussent les gens à ne pas se faire vacciner. Ok, il n'y a pas
d'après les études, un lien de causalité clair, direct, entre l'exposition à la désinformation et le refus vaccinal. C'est ce que je veux dire par là. En réalité, les décisions vaccinales sont façonnées par des facteurs bien plus profonds. Il y a des croyances parentales. Ok, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, moi dans ma famille, on n'a jamais reçu de vaccin. Mes parents n'ont jamais reçu de vaccin. On s'est toujours bien porté, on était toujours en santé, mais on n'a jamais reçu de vaccin. Donc, il y a ces croyances parentales, ces croyances ancestrales qui expliquent que les gens n'ont pas confiance au vaccin. Il y a également des valeurs fondamentales, c'est-à-dire, on va se dire, nous, on va utiliser des produits traditionnels pour pouvoir se soigner, on va faire confiance à nos traditions, faire confiance à nos anciens, et donc, nous, on n'a pas besoin de vaccin. Il y a également les expériences traumatiques dans le système de santé, c'est-à-dire des personnes qui vont vous dire, moi, j'ai vécu telle chose, ou alors j'ai un voisin qui a vécu telle expérience traumatique dans le secteur de la santé. Et en fait, on va voir donc ces personnes-là qui seront donc complètement anti-vaccins. Donc, il y a également dans d'autres dynamiques sociopolitiques beaucoup plus larges qui peuvent également expliquer cela, comme euh, des éléments, voilà, un événement comme le retrait d'une organisation mondiale de la santé peut faire ça, croire aux gens que voilà, il ne faudrait pas faire confiance aux institutions de santé. Donc, il y a plusieurs exemples qu'on peut évoquer, notamment en ce qui concerne la Sierra Leone. Pendant qu'on faisait les essais de vaccins contre Ebola, il n'y avait pas ce problème-là. La confiance n'était pas seulement liée aux considérations biomédicales, ok, et aux interprétations politiques et historiques de la maladie. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez bien, pendant que Ebola sévissait véritablement aux États-Unis, il n'y avait pas en fait, ce refus de vaccin parce que, voilà, on se disait, comme le cas avec la COVID-19, que les vaccins n'ont pas été bien testés, mais c'était pas beaucoup plus lié à l'aspect biomédical des vaccins, mais c'était beaucoup plus lié aux dynamiques de pouvoir. On se disait, ok, voilà, il faudrait pas que ceux qui ont pris le pouvoir, grâce aux vaccins qu'ils vont développer, ils puissent tuer ceux qui sont dans l'opposition. Donc, ça, c'était beaucoup plus lié aux politiques, aux dynamiques historiques de la maladie. Donc, il y a également d'autres cas, ok, en Guinée, au Nigeria, où euh, le refus du vaccin pendant les campagnes contre la polio, c'était beaucoup plus enseigné dans une méfiance politique et religieuse profonde. C'est-à-dire, on se disait, voilà, ces personnes qui vont nous proposer le vaccin, c'est des personnes qui nous ont marginalisés. Et donc, vous avez beaucoup d'exemples dans ce sens-là pour montrer que le refus de la baisse de la confiance vaccinale n'est pas uniquement lié à la désinformation, mais beaucoup plus profond, qui interpelle également des dynamiques liées à la confiance. Donc, allons rapidement à la prochaine vidéo pour que cette vidéo ne soit pas assez longue. Comment est-ce qu'on va mettre en place un système de reconstruction de la confiance? C'est le modèle socio-écologique qu'il faudrait mettre en place. C'est-à-dire que plutôt que de se concentrer sur l'individu et son exposition à l'information, on doit adopter un modèle socio-écologique qui va examiner comment interagissent le niveau individuel, c'est-à-dire les croyances personnelles, les facteurs psychologiques, également le niveau communautaire, c'est-à-dire les normes sociales, les leaders communautaires, la mémoire collective, le niveau institutionnel, les pratiques officielles et officieuses des organisations, le niveau politique qui est beaucoup plus large, qui fait interpeller un contexte beaucoup plus large, les dynamiques de pouvoir. Donc, c'est ce modèle qui vont faire en sorte que les praticiens de la santé publique pourront mieux comprendre le processus de confiance, améliorer l'engagement communautaire et donc utiliser donc plusieurs stratégies de reconstruction de la confiance axées également sur l'engagement communautaire authentique, c'est-à-dire il faut déplacer les consultations superficielles, il faut établir un dialogue significatif entre les communautés et les décideurs, s'appuyer sur les leaders communautaires, okay, sur les leaders religieux, investir dans un journalisme citoyen pour favoriser la responsabilisation. Donc ça, c'est des éléments absolument qu'il faut faire. Il faut également améliorer la transparence institutionnelle, ok, la transparence et la responsabilisation des institutions, c'est-à-dire inclure les communautés dans l'élaboration des politiques publiques, des politiques de santé, reconnaître publiquement des erreurs qu'on a pu commettre. Ça, c'est très important lorsque une institution reconnaît des erreurs qu'elle a pu commettre, okay, communique clairement sur les incertitudes, les zones floues,
Les vides d'informations, il faudrait communiquer là-dessus. Ça permet de restaurer la confiance et voilà, de se mettre dans un système où il y a de plus en plus de confiance avec notre population. Donc, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut revenir lorsqu'on parle donc de ce sujet, justement, de ce qu'il faut faire pour ramener la confiance. Je vous invite à consulter cet article-là que je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.